Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter donc de couleurs et colorimétrie, et plus particulièrement donc des modèles colorimétriques. C'est-à-dire que nous allons aborder dans un premier temps donc la notion de couleur de façon à ce qu'elle soit vue et qu'on puisse plus facilement après parler de couleurs au sein du modèle RVB, que nous allons voir tout à l'heure, que nous rencontrerons donc dans le traitement de l'image en vue de le mettre sur Internet. Nous parlerons aussi du print, de l'impression en imprimerie et d'autres modèles qui sont donc détaillés dans ce chapitre. Alors, première chose, quand on veut parler de couleurs, il est important, dans un premier temps, c'est de voir l'œil humain. L'œil humain, c'est lui qui nous permet de voir les couleurs. Alors, de quoi est composé un œil humain? Vous avez d'abord la cornée, donc cette partie transparente qui se trouve donc au-dessus comme protection de l'œil. Vous avez ensuite donc la possibilité d'avoir un iris. Alors l'iris, c'est cette partie qui arrive, éventuellement c'est un muscle tout simplement, qui arrive à se contracter pour pouvoir permettre d'avoir une pupille plus ou moins grande et donc de voir plus ou moins d'informations qui va passer dans votre œil. L'information va passer dans le cristallin, cette partie donc transparente qui va donc servir de lentille par rapport à l'œil et qui va permettre donc d'afficher l'information résiduelle sur la rétine. La rétine se trouve au fond de l'œil. Vous avez un point central dans la rétine qui est la fovea. Cette fovea est une partie particulièrement fournie, donc qui va permettre de pouvoir voir mieux les informations dans la mesure où il y a une densité de cônes beaucoup plus importante à ce niveau-là. Et si nous prenons donc une image de type un dauphin déglédant par exemple, et que nous regardons la transmission de la lumière, on s'aperçoit que l'image va se retrouver au niveau de la fovea, parce que là on est sur l'axe central, l'image va se retrouver au niveau de la rétine inversée par rapport à l'image de base. Alors cette image, une fois qu'elle a été récupérée, donc scannée entre guillemets par la rétine, elle va pouvoir être transmise par le nerf optique jusqu'au cerveau qui lui va pouvoir remettre le petit dauphin à l'endroit et faire tout le transfert qu'il y a par rapport aux deux yeux pour analyser donc la distance, etc., etc. Donc voilà globalement comment fonctionne un œil humain par rapport à une image. Alors si on regarde plus en détail, il y a aussi donc la papille optique qui est ici, qui est en fin de compte une partie noire en où l'information ne passe pas puisqu'il y a le nerf optique qui est là, donc il n'y a pas de cellules sur la rétine. C'est donc un point noir qui est un point aveugle que l'on retrouve dans l'œil humain. Si on regarde au niveau des cônes et des bâtonnets, vous avez donc deux types de cellules, les cônes et les bâtonnets. Les cônes, ici représentés en rouge, sont des cellules qui vont pouvoir récupérer la couleur et récupérer donc les images en couleur. À l'opposé, on voit que les bâtonnets sont des cellules qui vont, elles, pouvoir récupérer donc les images en noir et blanc, ou en niveau de gris, si on est plus précis. Alors, on s'aperçoit qu'on a donc la papille optique, le point aveugle qu'il a aussi dans l'œil. Si on regarde la répartition de ces cellules, on s'aperçoit que donc il y en a énormément de cônes répartis au niveau de la fovea, au niveau de l'axe central. Ce qui veut dire que pour regarder des couleurs, je verrai les couleurs, le mieux des couleurs que je verrai, c'est en regardant de façon précise par rapport au centre de ce que je regarde. Plus je vais m'éloigner, moins les couleurs seront précises. Et si vous essayez de regarder de façon latérale les couleurs qui sont dans votre champ, vous aurez plus de mal à le distinguer qu'en les regardant de face. Par contre, on s'aperçoit ici que les bâtonnets, eux, sont répartis un petit peu différemment. Et que la partie centrale, je vais bien voir les couleurs, mais par contre, je ne vais pas voir forcément les niveaux de gris. Or, la nuit, tous les chats sont gris d'une part, mais pas que, et si bien que quand vous regardez une image la nuit, il est souvent préférable de décaler légèrement son regard pour se retrouver ici, donc là où il y a la plus grande quantité de bâtonnets qui est stockée, de ce côté-là ou ce côté-là, peu importe, mais ce côté-là, l'inconvénient c'est qu'elle est papille optique, de façon à pouvoir mieux voir l'image que vous allez regarder. Vous pourrez faire l'expérience un soir et vous verrez qu'effectivement, en décalant légèrement un petit peu son regard, ne regardant pas précisément ce que l'on veut voir, on voit mieux donc les objets la nuit. Alors, si on regarde la courbe de sensibilité de l'œil humain, la lumière est donc une radiation comme une autre qui va ici pour nous du violet jusqu'au rouge. Alors ici en dessous il y a de l'ultraviolet et après il y a de l'infrarouge ici en fonction de ça, puis les micro-ondes, etc. Toutes les ondes que vous pouvez connaître. Donc
toutes ces ondes sont ici représentées et on voit ce que nous on voit par rapport à ça. Alors ici on a le jaune, l'orange, le vert et on voit quand même que globalement c'est dans les teintes de vert qu'on a une plus grande sensibilité pour l'œil humain. Alors pourquoi cette sensibilité dans le vert? Il ne faut pas oublier non plus que nos descendants, il y a longtemps, vivaient dans les arbres, dans la savane ou je ne sais trop où, et dans ce cas-là avaient besoin de pouvoir distinguer les nuances de vert qui étaient relativement importantes par rapport à la nourriture ou par rapport à la protection ou la chasse. Donc de ce fait, nous avons gardé cette partie et c'est pour ça que certainement que le vert est chez nous plus sensible par rapport à la vision. Néanmoins, nous voyons sans problème l'intégralité du spectre de l'arc-en-ciel représenté ici. Certains animaux, certaines cellules photoélectriques arrivent à capter de l'information dans d'autres systèmes, ce qui permet justement de faire des lunettes infrarouges ou d'autres choses, permettant de voir différemment la nuit ou autre chose. Donc, ça c'est juste pour vous dire qu'on a une limitation de l'œil humain. Alors, il y a une limitation de l'œil humain et surtout il y a deux modèles colorimétriques qui se bagarrent. Le premier modèle, celui qu'on apprend en premier, c'est la peinture, c'est le modèle des couleurs soustractives. Alors, couleurs soustractives, c'est-à-dire qu'on va absorber la couleur par rapport à ça. Alors, et vous avez un deuxième modèle qui est la couleur additive, qui est la lumière. Alors, je vais donc essayer de montrer par rapport à ça dans des trucs de couleurs ce qui se passe donc quand je fais des mélanges de couleurs dans le modèle peinture. On attaquera l'autre modèle par la suite. Si nous regardons deux couleurs qui sont du rouge et du blanc ici, pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors la question c'est le rouge, c'est quoi? Si je prends ce capuchon par exemple, je m'aperçois que ce capuchon, il est de couleur rouge. Certes, il est de couleur rouge, mais pourquoi? Dans la mesure où la lumière ambiante va émettre une lumière blanche, voire une lumière naturelle, ce qui n'est pas le cas ici, puisque je suis en lumière artificielle. Cette lumière est absorbée de façon intégrale, donc l'intégralité du spectre qu'on a pu voir tout à l'heure, donc est absorbée, et il ne laisse ressortir que les longueurs d'onde rouges en absorbant le reste. C'est pour ça qu'on le voit rouge par rapport à ça. Donc si on mélange du blanc et du rouge dans un système de couleurs soustractives, on va donc obtenir, comme vous pouvez vous en douter, ou que vous avez peut-être testé, fait l'expérience quand vous étiez petit en primaire ou en maternelle, donc on obtient du rose. Alors si je prends deux couleurs, du rouge et du noir, je vais donc assombrir mon rouge en mélangeant du rouge et du noir. Et j'obtiens un marron ou un bordeaux, suivant ce que vous voyez comme couleur. Maintenant, je vais prendre plusieurs couleurs. Je vais prendre des couleurs de base, du rouge, du bleu et du jaune. Et je vais voir un petit peu en les mélangeant ce que l'on obtient. Effectivement, si vous faites l'exemple avec la peinture, on va obtenir ces couleurs-là, ce qui nous permet d'avoir une palette de couleurs relativement importante. Alors, ce mélange de couleurs est intéressant. Néanmoins, ce n'est pas forcément ce qu'on va utiliser tout le temps. On va utiliser par exemple en imprimerie d'autres modèles, un modèle qui s'appelle le modèle CMJN. Alors CMJN, pourquoi? Parce qu'il y a du cyan. Ce cyan, c'est une espèce de bleu clair qui est ici. Vous avez du magenta, le magenta étant une espèce de bordeaux, du nom de la bataille de magenta. Du jaune qui est ici, donc du jaune classique que vous avez, qu'on appelle aussi yellow en anglais, et du noir qu'on appelle dark. Alors dark, c'est pour ça qu'on voit que c'est CMJN ou CMYK. Le D n'est pas utilisé, mais le K de dark est utilisé. Donc on voit ici ces mélanges de couleurs. Donc s'il n'y a pas de couleur, a priori c'est blanc, c'est le papier. La couleur du papier est blanc en imprimerie. Sauf cas particulier, mais on ne va pas rentrer dans les détails, c'est pas le but dans ce cours. Vous avez donc trois couleurs de base que l'on peut avoir, du cyan, du magenta et du jaune. En mélangeant ces couleurs, on va pouvoir obtenir les différentes couleurs du spectre, donc le vert, le rouge et le bleu. Et on obtient au centre, normalement, en mélangeant les trois couleurs, cyan, magenta et jaune, on obtient du noir. L'inconvénient, c'est que nos pigments de peinture ne sont pas purs. Et en mélangeant ces trois couleurs, on va obtenir un noir, mais qui est un noir un petit peu sale, pas un noir pur et profond. C'est pour ça que l'imprimerie va rajouter du noir pour obtenir donc cette couleur noire plus profonde. Alors ceci a deux avantages. Le premier, c'est que ça m'évite de faire du gaspillage, puisque plutôt que d'utiliser une dose de cyan, une dose de magenta, une dose de jaune, je peux utiliser directement une dose de noir. D'autre part, ça me permet donc d'économiser les couleurs, mais surtout aussi d'avoir un noir plus pur.
Et puis, les graphistes savent très bien qu'on peut mélanger éventuellement au noir, on peut mélanger du magenta, du cyan ou du jaune, en fonction de la teinte que l'on veut faire donner au noir, permettant d'avoir aussi plein de nuances de noir par rapport à ça. Alors, on va revenir à nos moutons, donc à un mélange de couleurs, et qui n'est pas forcément suffisant par rapport à toutes les couleurs. On verra tout à l'heure qu'il y a des manques. Mais on verra aussi que l'imprimeur peut utiliser d'autres techniques pour compléter par rapport aux couleurs manquantes. Il y a un autre modèle qu'on appelle le modèle TLS. TLS comme teinte, lumière, saturation. Alors si je regarde ce modèle, en fin de compte, il est composé de couleurs. Ces couleurs sont vues comme une roue chromatique. Une roue chromatique, on va faire le tour, et on bascule, et on voit toutes les couleurs qui passent de l'une à l'autre. Cette roue chromatique, on va pouvoir dire qu'on va mettre un axe vers le centre. Cet axe vers le centre, c'est la saturation. Alors ici, la teinte, c'est donc le pourtour de ma roue chromatique. La saturation, c'est donc la couleur ici. Elle est totalement saturée, donc elle est bien présente. Et ici, elle est totalement désaturée, c'est-à-dire qu'en fin de compte, elle est tellement délavée qu'elle devient grise, sans couleur. Donc on a ici une couleur totalement désaturée. Si cette roue de couleur, je la mets donc un petit peu oblique, je vais pouvoir voir le troisième axe, qui est l'axe lumière. Et l'axe lumière est un axe que je vais mettre donc du blanc au noir, qui va me permettre de pouvoir avoir une succession de roues chromatiques comme ça qui se superposent. Alors, dans certains modèles, on les représentait sous forme de cône, mais ça, ici c'est plus pratique, préférer faire ce schéma-là pour expliquer la chose. Et on voit donc pour chaque couleur, on va aller voir une couleur qui va passer donc du noir où il n'y a pas de couleur, ou blanc tellement aveuglant que ça devient blanc. Alors tous les logiciels éventuellement, quand ils vont modifier donc la luminosité, n'arrivent pas jusqu'au blanc. Photoshop le fait, mais certains comme GIMP par exemple a du mal, et on arrive à une couleur qui n'est pas totalement blanche, totalement noire, mais on en reparlera tout à l'heure. Donc voilà un petit peu les couleurs que l'on peut avoir ici. Donc la roue de couleur du modèle TLS, l'axe vers le centre qui permet d'avoir la saturation, et l'axe lumière qui me permet de régler la lumière pour obtenir donc un ensemble de couleurs. Alors, cet ensemble de couleurs est important, mais néanmoins, pour nous, le seul ensemble de couleurs qui nous intéresse, c'est le modèle dit RVB. Pourquoi RVB? Parce que c'est rouge, vert, bleu. Alors, ce modèle RVB, quel est-il? Qu'on appelle aussi RGB, Red, Green, Blue, par rapport à ça. Donc, vous avez par défaut l'absence de couleur, c'est du noir. Quand il n'y a pas de lumière, il fait noir, pas de souci là-dessus. Vous avez ensuite trois couleurs qui sont le rouge, le vert et le bleu. Alors c'est vrai que si on parle de peinture, c'est pas forcément évident de comprendre que c'est le fait de rajouter deux couleurs, par exemple le vert et le rouge, qui va nous permettre d'obtenir du jaune. De la même façon, du vert et du bleu nous fait du cyan, du bleu et du rouge nous fait du magenta, et l'ensemble des trois couleurs nous fait du blanc. Alors, si vous voulez le voir, vous avez plusieurs solutions, le prouver même, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez soit vous acheter des spots colorés, et éventuellement vous amuser à faire la lumière. Vous pouvez aller au Palais de la Découverte sur Paris pour pouvoir vérifier donc que ce système-là fonctionne. Ils ont une pièce où on voit effectivement au sol apparaître ce cercle-là. Donc le modèle RVB, c'est le modèle qui est utilisé partout dans tout ce qui est écran d'ordinateur, dans tout ce qui est vidéo. Si vous avez une télé, vous pouvez éventuellement, en vous rapprochant de la télé, voir que celle-ci vous permettra effectivement de voir qu'il y a des points rouges, verts et bleus. Alors bien sûr, les points rouges, verts et bleus donnent du blanc. Donc il faut bien sûr qu'il y ait une image blanche sur l'écran et que dans ce cas-là, vous verrez qu'il y a des petites diodes vertes, rouges, bleues qui vont pouvoir vous permettre d'avoir l'information. Et quand il n'y a plus de couleur, ben, ça devient noir, effectivement. Alors, c'est pas tout à fait vrai, le noir n'est pas très profond, tout dépend de la technologie, parce qu'il y a quand même un rétroéclairage souvent qui est fait par rapport aux dalles, qui fait qu'on n'obtient pas un noir profond, à moins d'avoir une télé OLED ou d'autres technologies qui permettent d'avoir au plasma, qui permettent d'avoir des noirs un peu plus profonds. Donc, ça c'était le modèle RVB. Le modèle RVB peut être vu aussi comme un modèle cubique. Alors, un modèle cubique, je vois ici que j'ai le bleu, le rouge et le vert. Je vois ici que dans les coins, j'obtiens donc les couleurs comme on a pu le voir tout à l'heure. C'est juste une représentation identique de la même chose. L'avantage de ce modèle cubique, c'est que c'est un modèle qui me permet d'avoir ici 256 niveaux de vert, 256 niveaux de bleu et 256 niveaux de rouge. Je le montrerai tout à l'heure par rapport au logiciel qu'on utilisera dans d'autres séances.
256 niveaux, donc fois 256 fois 256, ça nous fait donc 256 niveaux au cube. Ce qui nous fait, pour ceux qui ont une calculette, 16 767 216 couleurs. On a donc un modèle colorimétrique qu'on appelle aussi modèle couleur 24 bits ou 16 millions de couleurs. Alors pourquoi 24 bits? Parce que 255 couleurs possibles, plus le 0, ça nous fait 256 niveaux de couleurs. Et 256, c'est 2 à la puissance 8. On peut facilement le prouver. 2 à la puissance 0, c'est 1. 2 à la puissance 1, c'est 2. 2 à la puissance 2, c'est 4. 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Et voilà, nous sommes arrivés à 2 à la puissance 8. Donc on a un modèle ici de 16 millions de couleurs. Ce modèle étant un peu important, souvent on va pouvoir avoir un modèle un peu plus petit qu'on peut utiliser éventuellement dans certaines images GIF ou autres. Ce modèle, c'est dit la palette réduite. Vous allez avoir une palette qui va vous permettre d'aller donc avec 6 niveaux simplement pour chaque palette. Donc 6 niveaux de rouge, 6 niveaux de vert, 6 niveaux de bleu, ce qui nous permet d'avoir le noir caché derrière, hein, et ce qui nous permet d'avoir ici des couleurs différentes. Alors 6 x 6 x 6, 6 au cube, ça nous fait donc 216 couleurs possibles. C'est donc une palette réduite qui peut être intéressante pour le GIF par exemple. Mais on voit qu'il peut y avoir aussi des palettes adaptées dans le traitement multimédia, mais on en parlera plus tard. Donc, le problème de la couleur, c'est de pouvoir mettre ça sous forme d'équation. Alors, pour ça, les gens ont essayé de trouver à partir de 3 systèmes de couleurs, hein, qui sont le rouge, le vert et le bleu. Alors, c'est pas forcément déconnant non plus, parce que si on regarde au niveau de l'œil humain, les cônes sont composés de cônes spécifiques rouge, vert, bleu, hein, par rapport à ça. On s'aperçoit qu'il y a donc 3 longueurs d'onde que l'on peut sélectionner, rouge, vert, bleu, et qu'une couleur peut s'exprimer sous une forme d'équation de ce type. Donc alpha rouge plus bêta green plus gamma B pour bleu. Donc on a ici notre équation, et si on regarde cette équation pour obtenir les couleurs, voilà les paramètres, comment ils évoluent. Alors, la Commission internationale de l'éclairage qui gère donc les normes relatives à tout ce qui concerne les couleurs, etc. Vous avez donc ici l'équation, et on voit que cette équation, elle a un petit souci, c'est qu'il nous faut ici avoir du rouge qui va être en négatif. Alors, c'est pas fondamentalement possible avec les écrans que nous avons par rapport à ça, donc ce qui fait qu'on ne va pas pouvoir, dans ce modèle colorimétrique, représenter l'intégralité des couleurs que peut voir l'être humain, ou l'intégralité des couleurs du spectre par rapport à ça. Alors c'est subtil certes, mais on voit que certaines couleurs ne pourront pas être représentées. C'est le défaut de tous les modèles colorimétriques, quels qu'ils soient, sauf les derniers qu'on verra par la suite, qui ne vont pas permettre une représentation complète de l'ensemble de la palette de couleurs que l'œil peut visionner ou qui est disponible par rapport au spectre. Alors, pour pallier à ça, il y a eu un modèle qui a été mis en place, c'est le modèle LAB. Alors, ce modèle LAB va se tenir sur un axe, l'axe A, qui va du vert au rouge. Il y a un deuxième axe, l'axe B, qui va lui du jaune au bleu. Et il y a un troisième axe, qui est L, la lumière, qui va aller donc du blanc au noir. Et en fin de compte, on obtient donc une espèce de sphère, comme vous voulez, hein, de couleurs, qui me permettra d'avoir une représentation beaucoup plus précise de chaque couleur que je vais pouvoir mettre en œuvre. Donc, je bascule et j'arrive ici au modèle qui me permet... Alors, bien évidemment, ce schéma est faux. Pourquoi il est faux? Parce qu'on est ici avec un système d'écran, et donc automatiquement, on ne devrait voir que les couleurs qui sont dans ce triangle. On ne devrait pas voir les couleurs qui sont dans l'espace ici, puisqu'elles sont en dehors de l'espace visible. Mais bon, c'est juste une approximation, c'est pour comprendre le principe. Vous avez ici une représentation donc des différentes plages de couleurs qui sont disponibles, et en fonction de ces différentes plages de couleurs, on va pouvoir avoir ici une représentation de ce que l'on voit dans un écran d'ordinateur, et là de ce que l'on peut imprimer via le bloc CMJN. Donc on voit qu'il n'y a pas d'équation totale et parfaite entre ce que je peux imprimer et ce que je peux voir. Donc dans certains cas, il y a des couleurs que je pourrais voir ici à l'écran mais ne pas imprimer, et d'autres couleurs que je pourrais imprimer mais que je ne pourrais pas voir sur un écran. Donc on est un petit peu embêté avec ça, ce qui fait que quand je vais travailler des couleurs, le rendu des couleurs n'est pas souvent le même entre l'écran et l'impression. Pour pouvoir justement pallier à ça, on va mettre en place un système de calibrage
qui va me permettre de pouvoir structurer un petit peu l'affichage. Alors, l'affichage en entrée, c'est-à-dire que je vais pouvoir passer une grille de ce type-là. Alors, il y a différents types de grilles, hein. Là, j'en prends d'un vieux scanner Agfa que j'ai eu dans le temps. Et cette grille-là va me permettre de pouvoir scanner. En la scannant, je vais pouvoir repérer avec le logiciel adapté, donc les couleurs, ce qui me permettra de pouvoir repérer si le scanner est fonctionnel et marche bien. Une fois que j'ai fait le calibrage de mon scanner, je vais faire aussi le calibrage de mon écran. Alors, il y a des espèces d'araignées, hein, vous pourrez chercher sur Internet, des espèces d'araignées de tripode qu'on peut mettre sur l'écran et qui vont me permettre de pouvoir calibrer mon écran pour avoir aussi quelque chose de colorimétriquement correct. Et au dernière étape, il faudra que je calibre aussi mon imprimante de façon à ce que je puisse mettre mon imprimante de façon correcte. Donc j'imprime aussi une grille numérique et cette grille numérique, après, je vais pouvoir la contrôler pour vérifier que les couleurs sont bien imprimées et donc faire les modifications en fonction de ces contraintes. Donc j'obtiens ici une chaîne graphique qui va être calibrée. Alors, si je ne veux pas trop m'embêter, je peux éventuellement demander à faire un réglage par rapport à des profils colorimétriques qui existent dans tous les appareils que je peux intégrer dans les environnements Mac ou Windows. Néanmoins, il faudra faire attention dans la mesure où ces profils colorimétriques vont bien sûr tenir compte aussi de la lumière ambiante. S'il y a de la lumière ambiante ou pas, on va obtenir des choses un petit peu différentes. Et souvent d'ailleurs, les machines qui ont besoin d'avoir quelque chose de colorimétriquement très propre, on va avoir une espèce de masque, un petit peu comme sur les bateaux, qui me permettra d'avoir sur l'écran un espèce de masque qui me permet donc de pouvoir, une cage qui me permet de pouvoir ne pas être perturbé par la lumière latérale qui va aller frapper l'écran. Bon, c'est pas forcément très pratique pour travailler, mais enfin, il faut d'habitude, mais ceci existe par rapport à ça. Donc, différents modèles colorimétriques. Le problème, c'est qu'on a vu que dans tous les cas, même si on a un bon réglage, certaines couleurs ne sont pas imprimables en fonction du modèle. C'est pour ça que l'imprimeur va pouvoir utiliser d'autres systèmes colorimétriques que le CMJN. Alors, il peut utiliser, le plus connu étant les couleurs Pantone. On verra tout à l'heure un pantonnier. Les couleurs Pantone vont me permettre de pouvoir sélectionner des couleurs précisément par rapport à ce que je veux imprimer. Donc, je peux donner une couleur Pantone, ou deux, ou trois. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir après faire des mélanges par rapport à ça. Je peux aussi donc demander d'autres couleurs en rajoutant des couleurs complémentaires. Ici, on voit le cyan, magenta, jaune, noir. Et dans ce modèle-là, Hexachrome, on a rajouté de l'orange et du vert, ce qui me permet d'avoir une palette plus complète de couleurs. Certaines imprimantes faisaient aussi des fois des systèmes où il y avait des couleurs intermédiaires, le jaune étant déjà clair, c'est pas le problème, mais du magenta clair ou éventuellement du cyan clair, permettant justement d'avoir un rendu de couleurs beaucoup plus important, ou éventuellement du gris aussi pour mettre par rapport à ça. Donc c'est des systèmes qui non seulement sont utilisés chez l'imprimeur, mais peuvent aussi être utilisés sur certaines imprimantes un petit peu haut de gamme pour imprimer plus correctement les couleurs en fonction du rendu que l'on veut avoir. Donc, voilà pour terminer, donc un pantonnier. Donc c'est un pantonnier, un des pantonniers que j'ai chez moi et qui va me permettre donc de pouvoir sélectionner les couleurs que je veux marquer. On voit pas bien ici, mais vous avez ici le Pantone 100C et on voit ici 101, 102, etc. Ce qui me permet de pouvoir sélectionner pile poil la couleur que je veux utiliser. Bien évidemment, ceci c'est uniquement dans le cas où je vais utiliser des couleurs qui sont adapté et peu de couleurs. Par exemple, un petit logo en deux couleurs ou en une seule couleur, je peux utiliser cette couleur Pantone et que je vais mettre après pour éviter d'avoir un tramage. Mais la notion de tramage, on en parlera par la suite en fonction des contraintes que l'on peut avoir. Donc voilà terminé ce cours sur la partie traitement de la couleur. Nous allons maintenant attaquer comment nous allons pouvoir traiter les images. Alors bien sûr de façon simple, mais c'est un bon début.